Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer puisque nous avons beaucoup de sujets à aborder dans cette table ronde sur les recompositions au Moyen-Orient. Vous pouvez imaginer que le sujet est vaste. Donc je vous propose de commencer dès maintenant et de vous proposer de poursuivre ce matin la réflexion qui a été entamée hier sur les recompositions géopolitiques. Alors hier, nous avons eu, après l'Ukraine, nous avons eu également une séance sur les rivalités de puissance, où nous avons parlé de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Russie. Et nous allons maintenant regarder le Moyen-Orient, qui est un Moyen-Orient où, à première vue, peut-être vous dites que ça n'a pas beaucoup de lien avec l'Ukraine, mais comme vous le savez, il y a des conséquences de ce conflit en Ukraine sur ce Moyen-Orient. Avec la Turquie, qui le premier pays de la région qui vient à l'esprit lorsque l'on parle des conséquences de la guerre en Ukraine, dont nous allons évidemment parler. Et c'est vrai que ces conséquences, en fait, sur le Moyen-Orient sont extrêmement importantes. Elles sont importantes au niveau énergétique, on en parle beaucoup, pétrole, gaz, toutes les questions qui sont liées à cela. Les questions aussi économiques, avec l'approvisionnement en blé, céréales, qui concernent des pays de la région et des pays qui sont extrêmement touchés par cela, et je pense tout particulièrement à l'Égypte et au Liban, même si nous n'allons pas spécialement en parler aujourd'hui, mais ce sont des conséquences importantes avec des risques d'émeutes. Ça a été signalé hier matin dans les propos liminaires de dire qu'il y avait une attention à porter sur les pays de la région en raison du risque de conséquences économiques et sociales extrêmement lourdes. Et l'autre question dont on a beaucoup parlé au début de ce conflit ou des conséquences sur ce Moyen-Orient, ça a été le comportement des pays de la région vis-à-vis des Occidentaux, puisque vous avez peut-être suivi cela. Beaucoup de pays de la région n'appliquent pas les sanctions à l'égard de la Russie, les sanctions qui sont proposées, imposées par la communauté internationale, ou devrais-je dire plutôt par les Américains et les Européens. Et donc, ça a suscité un certain nombre d'interrogations. Pourquoi ces pays, pourquoi les pays du Golfe, mais pas que les pays du Golfe, n'ont pas suivi les directives, si je puis dire, imposées par les Occidentaux. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on doit s'interroger. Alors, beaucoup dans la région disent « ce n'est pas notre guerre, c'est votre guerre en Europe, mais nous, ça n'est pas notre guerre et on ne veut absolument pas s'en mêler ». C'est une phrase qu'on entend beaucoup lorsque l'on se déplace sur place et que j'ai beaucoup entendue ces derniers mois. Et enfin, je pense que cette guerre en Ukraine fait aussi apparaître beaucoup d'évolutions auxquelles nous assistions déjà depuis des années et qui là sont révélées de façon beaucoup plus évidente à la faveur de ces recompositions, à la faveur de ces événements qui agitent la scène internationale, avec donc ses conséquences, je le répète, sur ce Moyen-Orient. Alors c'est ce que je vous propose ce matin d'évoquer avec nos trois panélistes, que je remercie chaleureusement d'être venus et d'être là pour nous éclairer justement sur tous ces éléments que je viens de citer très, très rapidement. Et vous verrez, il y en aura bien d'autres, je pense, que nous allons aborder dans cette table ronde. Et je voudrais commencer avec l'intervention de Dorothée Schmidt. Dorothée qui est chercheuse à l'IFRI, spécialisée sur la Turquie et directrice du programme Moyen-Orient-Turquie. Et ça me paraît important de commencer par la Turquie en raison du rôle important que joue ce pays justement dans la situation actuelle, au milieu, si je puis dire, entre l'Ukraine, la Russie et de l'autre côté l'environnement proche et moyen-oriental, avec aussi toute l'action que mène la Turquie en Méditerranée orientale maintenant depuis de nombreux mois. Et donc, c'est vrai que la Turquie apparaît vraiment comme étant le sujet majeur, en tous les cas, sur lequel on se pose beaucoup de questions en raison de la position d'équilibriste qu'adopte Erdogan depuis maintenant de nombreux mois. Et donc, j'ai demandé à Dorothée, avant de demander à Emma et à Pierre, la première question qui va être la même pour tous les trois, qui est de préciser la position de chacun des pays dont ils s'occupent vis-à-vis justement de ce conflit et quel est l'impact de cette guerre sur chacun de leurs pays. Et donc, tout d'abord, je donne la parole à Dorothée. Merci Agnès. Alors en tout cas, si la crise ukrainienne a montré quelque chose, c'est que quand tu parlais de directives imposées, effectivement, c'est très compliqué pour les Occidentaux d'imposer quoi que ce soit à la Turquie. Ça, on l'a bien vu dans cette crise. Sur la position de la Turquie face à la crise, elle n'est pas toujours évidente à résumer. Mais je dirais qu'il y a une espèce de chronologie qui fait que dans un premier temps, on s'est dit « Ah, formidable, la Turquie rejoint le camp occidental
l'unité de l'OTAN est refaite. La Turquie condamne l'agression russe, fournit des drones à l'Ukraine, et ça va être le moment de se réentendre sur toutes sortes de sujets entre alliés. Et puis, on s'est assez vite aperçu qu'en réalité, la Turquie souhaitait conserver une relation privilégiée avec la Russie, avec laquelle elle a beaucoup de dossiers à gérer, particulièrement au Moyen-Orient, et particulièrement sur le dossier syrien, dont je pense que tu voudras peut-être dire un mot tout à l'heure. Et assez rapidement, on a compris que Erdogan refuserait d'appliquer les sanctions, ce qui aujourd'hui nous donne un vrai sujet sur le ballon d'oxygène finalement apporté par l'espace turc économiquement à la Russie. Et je dirais presque que dans un troisième temps, cette situation suspendue, alors moi, la dernière fois que je suis venue à Toulon, on a déjà parlé de la Turquie face à la crise ukrainienne, et je disais à l'époque, oh là là, les Turcs n'ont vraiment pas intérêt à ce que cette crise dure longtemps, parce que leur position est quand même très très délicate à tenir. Et là, finalement, je me demande si les Turcs n'ont pas décidé qu'ils allaient devenir une sorte de zone grise géante. Le parallèle à tenir étant peut-être celui avec la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en réalité, quand au départ Erdogan a décidé de rester neutre face à la crise, c'est parce qu'il a consulté les sondages où les Turcs disaient on n'a pas à prendre parti, on n'a pas pris parti pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à nouveau, on a intérêt à rester à l'écart de ça, parce que finalement, la position de la Turquie, elle la rend indispensable un peu à tous les protagonistes, et donc on peut en tirer des avantages. Et les avantages tirés de la crise immédiatement donc, sont assez évidents en termes économiques, accueil des oligarques russes, position premium pour récupérer des céréales après avoir réussi à faire la médiation sur l'accord de l'exportation de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Donc les premières, elles vont évidemment en Turquie. Flots d'énergie qui ne sont pas interrompus, avec Vladimir Poutine qui dit les Européens, en l'occurrence la Hongrie, peuvent remercier la Turquie d'avoir encore du gaz russe, parce que Turk Stream, c'est le seul pipe sur lequel les travaux de maintenance ont fonctionné. Et en fait, je dirais que dans un dernier temps, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui quand je regarde l'actualité turque, c'est la montée des tensions avec la Grèce. C'est-à-dire que la Turquie, comme d'autres pays, risque de profiter de l'effet de diversion, ça peut sembler un peu indécent de dire ça, mais enfin de l'effet de sidération provoqué par la crise russo-ukrainienne pour avancer d'autres dossiers qui sont importants pour elle. Et aujourd'hui, on a vraiment une rhétorique extrêmement agressive à l'égard de la Grèce, une rhétorique grecque extrêmement agressive à l'égard de la Turquie et des tensions qui montent et qui inquiètent beaucoup les Américains notamment. Ah oui, on a un micro pour deux. Ouais, non. Et que je présente. Alors, merci beaucoup Dorothée pour avoir tenté de préciser cette position turque qui n'est pas toujours très facilement lisible. Et donc maintenant, nous allons passer au pays du Golfe avec Emma Soubrier, qui est chercheuse associée à Tufts University aux États-Unis et également chercheuse associée à l'Université Côte d'Azur, qui rentre des États-Unis où elle a passé plusieurs années maintenant, et qui est donc spécialiste des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, bien évidemment, enfin l'ensemble des pays. Et donc, la même question, Emma, c'est-à-dire comment les pays du Golfe réagissent. Alors, juste une petite anecdote, j'étais dans les Émirats il n'y a pas très longtemps, en avril, et après j'y suis retournée au mois de juin, et j'étais frappée d'entendre parler russe absolument dans tous les grands hôtels des Émirats, où on voyait vraiment que de nombreux Russes venaient, et les liaisons aériennes étaient maintenues et renforcées des compagnies comme Etihad et Emirates entre la Russie et les Émirats Arabes Unis, en tous les cas où j'étais. Donc c'est le signe quand même, me semble-t-il, de quelque chose. Bonjour, merci beaucoup Agnès. Oui, en effet, je pense que les Émirats, comme il ne s'agit pas d'un seul pays, quand on parle des pays du Golfe, évidemment, il y a quelques nuances dans le positionnement des pays du Golfe sur un certain nombre de sujets sur la scène régionale et internationale. C'est vrai qu'en l'occurrence, face à l'invasion russe en Ukraine, il y a quand même une posture qu'on retrouve dans l'ensemble des pays du Golfe, mais dont les Émirats sont peut-être un peu le chef de file sur un certain nombre de points que je vais aborder en termes de réaction des pays du Golfe à ce conflit. Je pense que
Pour avoir une idée du positionnement des pays du Golfe, il peut être assez intéressant de lire, il y a une interview qui a été publiée au début du mois de septembre de Abdelkhalek Abdallah, qui est un chercheur émirien qui s'exprime pas mal sur les postures politiques de son pays et qui faisait bien un distinguo en fait entre la perception juridique, politique et stratégique de ce qui s'est passé, vu depuis les Émirats, et comme on va le voir, qui peut s'appliquer quand même à un certain nombre d'autres pays de la région, en termes de leur perception de ce qui s'est passé et de comment est-ce qu'ils devraient y réagir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, la question juridique est évacuée. Juridiquement, effectivement, le conflit n'est pas justifié, mais politiquement, on arrive tout de suite à la question, à l'enjeu politique. Les Émirats arabes unis, mais en fait l'ensemble des pays du Golfe, n'ont absolument aucun intérêt aujourd'hui à souligner le fait que juridiquement cette invasion n'était pas justifiée. Et alors pourquoi est-ce que politiquement ils n'ont pas intérêt à le souligner ? Comme et ça a déjà été mentionné, il y a cette idée que l'invasion est vraiment un problème de l'Europe et qu'ils n'ont pas à s'en mêler. On retrouve ici beaucoup la question du principe de non-ingérence dans les affaires d'autres États. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant et ce qui figure dans cette interview, et qu'on retrouve beaucoup dans les discussions avec les acteurs de la région, c'est le fait que la Russie, mais spécifiquement Poutine, est perçu comme un dirigeant qui a toujours fait preuve d'un grand respect à l'égard des dirigeants du Golfe, et qu'en gros, il y a un principe de réciprocité, comme Poutine respecte énormément la puissance montante des pays du Golfe dans la région et en réalité dans le monde, et qu'il y a un respect absolu du principe de non-ingérence, qu'il n'y a pas de conditions posées sur quoi que ce soit. C'est également quelque chose qu'on retrouve avec la Chine. Eh bien, ils doivent bien à la Russie une certaine réciprocité de non-ingérence et de respect de la posture souveraine de leurs partenaires. Ces deux choses-là expliquent que stratégiquement, en fait, un peu comme ça a été évoqué par Dorothée sur la question de sur la réaction turque, c'est comme s'il y avait une sorte d'analyse coût-bénéfice qui veut que stratégiquement, ils n'aient absolument aucun intérêt à se prononcer, d'autant plus qu'en réalité, stratégiquement et notamment économiquement, ils ont beaucoup à gagner de la situation actuellement. On l'a vu évidemment en termes de dividendes engrangés sur les ventes de pétrole et de gaz, mais également d'utilisation de leur centralité encore plus grande qu'avant sur ces questions énergétiques, notamment pour l'Europe, pour renégocier une posture dans les relations avec l'Europe, mais également les États-Unis, qui avait été un peu compliquée ces derniers temps. Et on en reparlera sans doute, mais la posture des pays du Golfe aujourd'hui vis-à-vis du conflit, ça permet vraiment à l'ensemble de ces pays d'affirmer encore un peu plus leur autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et c'est assez cohérent avec une posture générale de non-alignement qui est prônée non seulement vis-à-vis des États-Unis par rapport à la Russie, mais également vis-à-vis de la Chine dans les le nouveau narratif de retour de la rivalité des grandes puissances menée par Washington aujourd'hui. Et je pense que pour le moment, je m'en tiendrai à ça. Merci beaucoup Emma pour ces premières présentations finalement de ce sujet, de savoir comment ces pays du Golfe réagissent à ce conflit. Et maintenant, je vais donner la parole à Pierre Razou, alors que vous connaissez tous ici, qui est directeur académique et de la recherche à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Et c'est vrai que la question qui vient maintenant spontanément dans le début de ce tour de table, c'est quid de l'Iran dans cette équation ? Lorsque la guerre a commencé en Ukraine, tous les observateurs s'attendaient à ce que l'accord sur le nucléaire soit signé. Tout le monde disait qu'il était sur le point d'être signé, qu'il y avait juste quelques ajustements
à peaufiner, mais que l'accord, ça y est, était en cours et allait être signé et donc réalisé. Or, la guerre en Ukraine a modifié ce calendrier auquel tout le monde s'attendait. Et donc, la question que l'on se pose aujourd'hui, bien évidemment, c'est d'abord les premières conséquences de cette guerre sur l'Iran. Et nous parlerons ensuite, évidemment, des conséquences sur ce fameux accord. Est-ce qu'il est encore possible ou plus du tout ? Oui, merci Agnès. Alors, la première victime collatérale de la guerre en Ukraine, en tout cas au Moyen-Orient et dans la partie du Golfe Persique, ça a été le JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire de 2015 dont les États-Unis et Donald Trump s'étaient retirés. Aujourd'hui, enfin là je parle directement, mais à mon avis, l'accord est mort, il n'y aura pas d'accord. Alors je peux me tromper, hein, peut-être que la semaine prochaine vous me direz Razou nous a raconté ça, en fait il s'est complètement planté, c'est possible. Mais je mettrai quand même pas mal d'argent sur la table pour dire qu'il est mort. D'ailleurs, au passage, j'en profite, puisque je prends le privilège de ma position d'orgue co-organisateur, pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés, qu'on vient de sortir, grâce à Thomas Dolage et au magazine Diplomatie, il est toujours en kiosque, un magazine, donc un numéro spécial sur l'Iran et sur où va l'Iran. Donc vous aurez plein de réponses là-dessus. Mais pour répondre à la question très très rapidement, il y a eu 2 temps. Première réaction en Iran, flûte alors, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que finalement, l'Iran a toujours fait et défendu la ligne de l'intangibilité et de l'inviolabilité des frontières. Je parle des frontières internationales. Et autant l'Iran est extrêmement actif, voire agressif à l'étranger, via des proxys, des milices, etc., autant il n'a jamais remis en cause les frontières autour de son pays. À tel point que, par exemple, en ce moment, dans le conflit du Nagorno-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les Iraniens sont extrêmement nerveux et disent clairement aux Azéris, c'est-à-dire à Aliyev, si vous dépassez les bornes, on pourrait intervenir pour établir les frontières parce qu'on ne veut pas que vous modifiez les frontières. C'est un détail. Donc, premier temps, le problème des frontières, c'est-à-dire nous, Iran, on ne veut pas cautionner des changements de frontières, des agressions d'État à État, etc. Autre problématique, donc on l'a dit, c'est l'accord nucléaire. D'abord parce que comme le focus international passe sur l'Ukraine et la mer Noire, évidemment, il se dézoome du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient passe à la 2e, 3e priorité, voire même 4e priorité, puisque la 2e priorité, ça devient Taïwan. Et ça devient la mer de Chine. Donc évidemment, ça offre des opportunités aux Iraniens qui consistent à pousser leurs pions un peu partout sans qu'on les voie trop. Mais ça, on en reviendra peut-être plus tard dans le débat. Mais un autre problème aussi qui est lié à ça, c'est que l'Iran avait d'excellentes relations avec beaucoup de pays de la région, et notamment avec les 2 belligérants, à la fois avec l'Iran et avec l'Ukraine. Pardon, avec la Russie et avec l'Ukraine. Au passage, petite incidente, au début de la guerre, il y a un pays, c'était l'Ukraine, un des 2 belligérants, qui avait d'excellentes relations avec Israël et l'Iran, qui sont pourtant les 2 adversaires at odds, comme on dit, de la région. Et aujourd'hui, l'Ukraine a quasiment rompu les liens, alors officiellement avec l'Iran, et est en relation extrêmement tendue, difficile, avec Israël. C'est juste un paradoxe pour vous illustrer le fait qu'au Moyen-Orient, rien n'est simple et qu'en tout cas, les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Donc, à la fin de ce premier temps, il y avait aussi un problème pour les Iraniens qui était la Chine. Ce que vous devez tous bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en Iran, le paradigme stratégique global, c'est pas il faut se rabibocher avec les Américains, il faut trouver un accord sur le nucléaire. L'accord sur le nucléaire n'est qu'un moyen pour faire rentrer du cash, c'est-à-dire pour relancer et assouplir l'économie iranienne. Le problème stratégique majeur, c'est comment se rapprocher au maximum de la Chine et prendre un maximum d'argent chinois sans tomber sous la coupe géopolitique des Chinois. Or, les Iraniens qui sont malins voient bien que la Russie, notamment avec la Russie qui commence à avoir de très grosses difficultés, est en train de se démonétiser et donc va tomber probablement encore plus vite sous la coupe, je parle de la Russie, sous la coupe de la Chine. Donc les Iraniens se disent
Bon, la Russie, c'est sympa pour avoir de l'armement, parce que l'armement chinois, quand même, c'est pas top. Hein, donc, on préfère quand même les Sukhoi 35, les pièces d'artillerie, enfin, tout ce qui a fait ses preuves. Par contre, on voit bien que à terme, c'est quand même la Chine qui va être le big boss dans cette partie du monde. Donc, comment éviter de tomber sous la coupe des Chinois? Et de leur point de vue, évidemment, la guerre en Ukraine ne fait qu'accélérer ce mouvement de rapprochement vers la Chine, qui d'ailleurs a été illustré par la visite du président Raïssi donc, au sommet de l'OCS, dont l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a 3 semaines maintenant, où clairement l'Iran a eu le statut officiellement de membre à part entière de l'OCS. Donc maintenant, c'est clair, l'Iran fait partie de ce bloc continental, Chine, Russie, Inde, Iran et quelques autres pays, notamment la Turquie qui est observateur, voilà, donc qui, elle, regarde aussi bien ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, et j'arrête là, évidemment, l'Iran s'est dit « Ah, mais en fait, c'est une source d'opportunité ce qui se passe, la guerre en Ukraine, parce que finalement, plus personne ne regarde vers chez nous. Donc, on va pouvoir justement pousser nos pions. On va pouvoir, puisque finalement l'accord nucléaire est mort et que finalement personne n'en veut, ni le gouvernement iranien, ni le gouvernement américain, on va essayer de trouver d'autres moyens de faire entrer du cash et de progresser pour aller jusqu'au seuil nucléaire sans franchir ce seuil nucléaire. Et on en est là aujourd'hui. Alors, je vais te laisser la parole, Pierre, parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas aborder, on va continuer un tout petit peu sur l'Iran et reviendra après sur les autres pays, la situation actuelle en Iran. Je pense que quand même, dans ce contexte, il faut absolument quand même en dire 2 mots et peut-être un peu plus d'ailleurs. Comment vois-tu justement la situation? Est-ce que la question des sanctions, la situation économique et sociale de l'Iran qui s'est quand même fortement dégradée depuis des années, est-ce que c'est un élément à prendre en compte dans le mouvement auquel nous assistons aujourd'hui? Voilà, quelle est ta lecture, toi, en tous les cas, de ce qui se passe? Le paradoxe, c'est comme toujours, le Moyen-Orient est pétri de paradoxes, c'est que Iran, Israël, même combat. D'ailleurs, Iran, Israël sont des pays miroirs à bien des égards. Si on avait le temps, je pourrais vous en parler. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les 2 États les plus puissants et les plus influents de la région, puissants, on va dire, sont Israël et l'Iran. Personne ne le conteste, aucun des voisins. Mais les 2 pays les plus vulnérables à l'intérieur sont Israël et l'Iran. C'est-à-dire les 2 mêmes pays, c'est-à-dire très puissants à l'extérieur, très fragiles à l'intérieur. Et c'est valable de la même manière, et je réponds à ta question bien sûr sur l'Iran, mais c'est pareil en Israël. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël en ce moment, c'est malaise à bord. C'est-à-dire que le gouvernement israélien se dit on va vers peut-être une 3e intifada, les Arabes israéliens peuvent se révolter à tout moment, si le Hamas et le Hezbollah conjuguent leurs efforts, ça va être compliqué à gérer, donc grosse fragilité. L'Iran. Je pense que ce qui se passe là, à l'inverse, par exemple, de ce qui s'était passé en Tunisie dans le déclenchement de ce qu'on a appelé les révoltes arabes en 2011, où c'était quand même, il y avait beaucoup de frustration, de ressentiment, mais c'était quand même lié à la situation socio-économique. Là, les révoltes socio-économiques, elles ont, enfin, les manifestations violentes socio-économiques, elles ont déjà eu lieu en Iran ces dernières années. Là, on est sur un autre registre, on est sur le cœur du système. C'est-à-dire, en fait, on est sur les symboles même de la République islamique, le port du hijab et du foulard par les femmes, et tout ce qu'il y a derrière, parce que derrière, il y a la consommation d'alcool, il y a le mode de vie privé, il y a le fait que les Iraniens veulent faire ce qu'ils veulent dans leur sphère privée, et le régime actuel le leur dénie. C'est-à-dire que beaucoup d'Iraniens, quand vous discutez avec eux, ils vous disent à la limite qu'on doive porter le foulard dans les lieux publics, dans les écoles, les universités, qu'on ne puisse pas boire d'alcool dans les restaurants ou dans la sphère publique. À la limite, OK. Mais par contre, chez nous, on fait ce qu'on veut. Et dans ce chez nous, on fait ce qu'on veut, il y a notamment donc la question donc du port du foulard par les femmes. Donc en fait, puisque c'est né pour tous ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi, tout ça c'est parti il y a 2 semaines environ, alors qu'une jeune Kurde iranienne
qui allait visiter sa famille et qui sortait du métro de Téhéran et qui portait mal, entre guillemets, mal son foulard, s'est fait tabasser par la police, puis probablement est morte des suites de sa maltraitance en arrivant à l'hôpital. Et ça a déclenché une révolte populaire nationale qui n'est pas que, entre guillemets, la révolte, si vous voulez, des classes supérieures, moyennes, mais d'une très large partie de la population. Donc on n'est plus dans le socio-économique, là on est dans les fondements même du système. Et donc là c'est parti en vrille parce qu'évidemment il y a eu des manifestations, répression immédiate, donc d'autres victimes, on ne sait pas exactement où on en est, les chiffres officiels tournent autour d'une 60aine, probablement beaucoup plus de morts. Et à la limite, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que si ça éclate aussi là, c'est que le guide suprême est en mauvais état. Et que c'est peut-être pas un hasard que c'est éclaté là, à un moment donné, où les durs du régime veulent faire peur à tout le monde, à la population, et veulent montrer à tout le monde qu'ils ont les choses en main et qu'ils joueront la répression sans la moindre hésitation si la population descend dans la rue. Donc, pour terminer, dire juste qu'il y a un effet conjoncturel, que tout dépendra, donc pour savoir vers quoi ça va, tout dépendra je pense, de la santé du guide suprême. Vous remarquerez, pour ceux qui s'intéressent à l'Iran, vous remarquerez que depuis ces 2 dernières semaines, le guide suprême, donc Ali Khamenei, n'a pas dit un mot là-dessus. Il laisse volontairement en première ligne son président, Raïssi, entre guillemets, gérer la répression, en lui disant, et avec les durs du régime, il faut évidemment réprimer. Pourquoi ? Parce que là aussi, on est dans la politique. Il y a toujours la politique et la lutte de pouvoir en Iran, tout le temps. Et la lutte de pouvoir, c'est que le guide sait qu'il est malade. Il a été opéré il y a 3 semaines d'un grave problème de santé. Et le guide se dit, il va falloir quand même sérieusement songer à ma succession. Et dans la succession, les candidats putatifs, il y a notamment le président Raïssi. Mais ce n'est pas le premier choix du guide. Donc, si on laisse en bouclier, en paratonnerre, le président se salir les mains de sang dans la répression, il perd toute légitimité, il ne sera jamais élu guide. Donc, mon petit fiston, moi, Ali Khamenei, que j'aimerais bien finalement pousser pour me succéder, pourrait avoir ses chances. Voilà. Donc, si demain le guide décède, alors là, je pense que le paratonnerre gicle et là, beaucoup de gens vont descendre dans la rue. Et alors là, on peut assister à une sorte de révolution, ou en tout cas, je dirais plutôt d'évolution du système. Les durs du régime se répartissent entre des tas de groupes, mais notamment, il y a ceux qui sont très idéologues, très religieux, et ceux qui sont très nationalistes. Et ce sera probablement une lutte de factions entre les idéologues et les ultranationalistes. Et les ultranationalistes pourraient dire c'est notre moment de prendre le pouvoir. Bien sûr, l'Iran reste une république islamique, pas de doute là-dessus. Mais on modifie juste un peu la constitution pour écarter du pouvoir ou enlever du pouvoir aux religieux. Et nous, ultranationalistes, on prend le pouvoir et on fait un deal avec la société civile. Et on dit, par exemple, vous voulez ne pas porter le voile, pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et chacun fait ce qu'il veut. Et si vous voulez boire même un peu d'alcool chez vous discrètement, pas de problème. La police n'ira pas fracturer votre porte, vous bastonner et vous emprisonner. S'ils font ça, ils sont soutenus par les 3/4 de la population. Donc ça, c'est une possibilité d'évolution très sérieuse. Et bien entendu, dans ce cas-là, ils pourraient fortement être tentés de faire la bombe. Et ça, c'était pour revenir sur la question du JCPOA. Merci beaucoup Pierre pour ces éclaircissements sur ce qui se passe, parce qu'effectivement c'est très difficile d'avoir des éléments précis sur la façon dont ce mouvement peut évoluer. Et du coup ça m'amène vers Emma, parce que je pense que c'est intéressant de regarder ce que font les pays du Golfe par rapport à cette situation quand même aussi en Iran. On sait que certains pays du Golfe sont engagés dans une reprise de négociations avec Téhéran, alors que les relations, comme vous le savez peut-être, étaient rompues.
Depuis quelques mois, on voit des discussions à Bagdad en particulier pour tenter de reprendre ce dialogue. Alors, est-ce que ce dialogue, qu'est-ce que ça peut donner? Comment ces pays du Golfe regardent ce qui se passe aujourd'hui en Iran? Et d'une façon plus générale, qu'est-ce que ça nous dit, pour reprendre l'intitulé de cette table ronde, qu'est-ce que ça nous dit des recompositions à l'œuvre aujourd'hui dans la région, cette volonté, ou en tous les cas, ce constat fait par les pays du Golfe et l'Iran, qu'ils ont tout intérêt à reprendre des négociations plutôt que de rester dans cette situation de gelée telle qu'elle était jusqu'à il y a quelques mois. Merci beaucoup. Oui, en effet, pour rebondir sur ce que Pierre disait à l'instant, notamment sur l'accord sur le nucléaire, ce qui a été vraiment très intéressant à constater ces derniers mois, c'est à quel point, parce que ça fait en fait quelques mois qu'on voit bien qu'il y a des chances pour que l'accord sur le nucléaire soit mort et soit difficile de réanimer cet accord. Ce qui a été vraiment très intéressant à constater, c'est le parallèle entre l'inéluctable foncer dans le mur des initiatives pour faire renaître l'accord et la multiplication des initiatives régionales de discussion entre les deux rives du Golfe, qui en réalité avaient d'ores et déjà commencé en 2019, donc en fait avant même que le président Trump ne parte. On sentait déjà en 2019 un certain retournement des pays du Golfe vis-à-vis de l'Iran, en se disant, bon, finalement, puisque les États-Unis ne vont pas faire le job, il faut peut-être que nous, on parle directement avec l'Iran. Et en réalité, ce qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'une partie de la nouvelle administration américaine, avant d'arriver en fonction, disait que sur le plan de l'Iran, il était important de revenir dans l'accord et également d'encourager justement des initiatives régionales. Où on sent quand même que les États-Unis, si c'était possible que la stabilisation de la région se fasse sans eux, ce serait éventuellement une stabilité, une sécurité régionale plus pérenne. D'autant plus qu'en réalité, je dirais qu'il y a quand même un acteur dans la région qui ne s'est jamais vraiment détourné de l'Iran, c'est bel et bien Israël, puisqu'il en était question à l'instant, et qu'en fait, avoir les initiatives régionales de rapprochement entre les deux rives du Golfe en parallèle d'un accord sur le nucléaire qui n'aboutit pas, ça permet aux États-Unis de se sortir d'une position inextricable vis-à-vis d'Israël. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une sorte de posture, d'inextricabilité de la position des États-Unis, puisque Israël pousse plutôt pour rester très ferme sur l'Iran, alors que justement les monarchies du Golfe sont dans une posture quand même davantage de rapprochement. Comme c'était souligné, il y avait une rupture ou une suspension des relations diplomatiques entre une bonne partie des pays du Golfe et l'Iran depuis 2016. Et là, on a vu notamment ces derniers mois le retour d'ambassadeurs du Golfe en Iran, en plus des initiatives de discussions régionales, notamment à Bagdad. Je pense que cette articulation entre la posture d'Israël et la posture des pays du Golfe, notamment vis-à-vis de l'Iran, mais aussi d'une certaine manière vis-à-vis de l'Ukraine, pour comprendre quels sont les rapports de force aujourd'hui dans les dynamiques géopolitiques entre les États-Unis et la région, entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine, sont absolument essentiels. Puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, et on a d'ailleurs parfois critiqué cette posture de balancement extrême des relations stratégiques des pays du Golfe avec les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Russie. Mais en réalité, Israël fait exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs parce qu'Israël fait la même chose, à mon sens, que les États-Unis ne peuvent pas pousser trop loin sur leur critique des pays du Golfe, puisque leur grand allié israélien fait exactement la même chose.
Donc, je ne sais pas si ça répond à Si, la et question. juste un mot, peut-être que je te prends de court, mais est-ce que tu as vu des réactions intéressantes dans les pays du Golfe vis-à-vis de ce qui se passe en Iran aujourd'hui ou pas? Tu n'as pas noté de réaction particulière? Bon, très honnêtement, c'est pas nécessairement le sujet que je suis le plus assidûment. Je dirais par rapport à la posture traditionnelle et historique des pays du Golfe, à l'exception peut-être de l'Arabie Saoudite, mais ça dépend vraiment des périodes. Et je dirais qu'aujourd'hui, ils n'ont plutôt pas intérêt à se prononcer sur ce qui est en train de se passer en Iran, parce qu'eux-mêmes sont en train d'avoir leur, alors pas de révolution de palais, mais de confirmation de comment se passe le pouvoir à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait assez globalement une posture de ce dont je parlais tout à l'heure, la non-ingérence dans les affaires de l'étranger. En particulier à un moment où on a quand même justement ces initiatives de rapprochement des deux rives. Ils n'auraient pas vraiment intérêt à s'immiscer vraiment dans ce qui est en train de se passer sur la scène domestique iranienne, à mon sens. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu la moindre déclaration encourageant ce qui se passait à l'intérieur de l'Iran, puisqu'on reste sur ces principes de un régime fort et absolument ce dont on a besoin dans la région fondamentalement. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur la Turquie, puisque là, on a parlé de ces nouvelles initiatives régionales, le rapprochement, en tous les cas, les discussions entre l'Iran et les pays du Golfe. Mais on sait aussi que la Turquie s'est engagée dans un rapprochement avec les pays du Golfe, puisque les relations étaient quand même déplorables avec les Émirats arabes unis en particulier, mais également avec l'Arabie saoudite, et qu'on a assisté à des visites de responsables des pays du Golfe à Ankara. On a aussi vu, après une période de relations très mauvaises, rompues avec Israël, la Turquie qui a renoué avec Israël. Et donc, il me semble que là aussi, dans le cadre de ces recompositions dont on parle, comment comprendre, comment analyser cette stratégie d'Erdogan qui reprend dialogue avec des pays avec lesquels les relations n'étaient pas bonnes. Et enfin, le dernier point dans ces processus de normalisation, c'est la nouvelle attitude quand même d'Ankara vis-à-vis de la Syrie, où, comme vous vous en souvenez peut-être, la Turquie était parmi les premiers soutiens de la contestation en Syrie, après avoir essayé d'aider le régime à se sauver tout au début. Et donc Erdogan a pris le soutien pour la contestation. Les forces révolutionnaires, dont beaucoup d'entre elles étaient basées à Istanbul et ensuite dans le sud de la Turquie, à la frontière avec la Syrie. Et aujourd'hui, on sait que non seulement les services de renseignement turcs et syriens discutent, mais qu'aussi au niveau des ministres des Affaires étrangères, il y a eu des avancées. Donc comment comprendre et analyser toutes ces évolutions de la part de la Turquie? Quelle patate chaude! Alors, comment faire du sens de tout ça? Ce que je pensais en écoutant Pierre et Emma, c'est qu'on assiste à la fois à une espèce d'autonomisation de la région, c'est-à-dire qu'effectivement, les relations se réorganisent entre les puissances régionales. Alors évidemment, tout à l'heure, quand Pierre disait il y a deux puissances dans la région, c'est l'Iran et Israël. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la Turquie, c'est très important. Et si on regarde les classements de Global Firepower, même en tant que puissance militaire, c'est l'Égypte en premier qui est repassé devant cette année, la Turquie en deuxième. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ils ont une armée, une industrie de défense, et surtout qu'ils interviennent un peu partout. Donc effectivement, ils ont cette espèce de capacité diplomatique incroyable qu'ils mettent en scène maintenant dans leur fameux forum d'Antalya au printemps, où tout le monde vient en Turquie. Et c'est aussi, évidemment, la crise russo-ukrainienne, c'est aussi une manière justement de mettre en scène cette capacité de médiation, puisque effectivement à Samarcande, Erdogan a commencé à dire oui, les Russes sont prêts à négocier, c'est bon, la guerre est pratiquement finie, à une semaine de la mobilisation en Russie, évidemment. C'est là qu'on montre que c'est un peu un jeu de dupes quand même, la relation entre Poutine et Erdogan. Donc il y a à la fois cette autonomisation, et puis il y a quand même une fragmentation où chacun poursuit ses intérêts nationaux, c'est-à-dire qu'en fait, Emma n'a pas prononcé le nom des accords d'Abraham. C'est une question sur laquelle donc, le rapprochement entre certains pays du Golfe et Israël, le début de réconciliation finalement d'Israël avec une partie du monde arabe qui est très importante pour Israël parce que c'est celle qui était censée être proche des États-Unis, c'est aussi celle qui est riche, c'est celle qui intervient de plus en plus dans la région. Mais moi, je ne comprends pas très bien, c'est une question que je ne veux pas prendre la place d'Agnès, évidemment, que j'ai posée à Emma, c'est effectivement quel est l'effet réel des accords d'Abraham en termes de réorganisation, de réalignement stratégique dans la région. Je trouve que ce n'est pas du tout clair. Et la Turquie, ce qui est
pour moi assez clair, c'est qu'effectivement, Erdogan est en train de reprendre les leçons du passé, de la fameuse diplomatie d'Avutoglu, qu'il a quand même limogé en 2016 avec perte et fracas, parce que c'était un concurrent éventuel dans la course interne politique en Turquie. Mais il a quand même bien tiré cette leçon du fait que la Turquie a une position géographique absolument centrale. C'était quelque chose qui pouvait sembler peut-être un peu abstrait avant qu'on se retrouve à lui demander de fermer l'entrée de la mer Noire aux bateaux russes. Et d'ailleurs, ils se sont fait un peu prier pour le faire. Elle a une capacité diplomatique qui est montée en puissance de manière incroyable, puisqu'elle a aujourd'hui le 6e réseau diplomatique mondial. J'hésite toujours entre 5e et 6e. Bon, c'est quand même quelque chose d'absolument inimaginable pour un pays dont la diplomatie n'était rien il y a 20 ans. C'était un pays totalement introverti, qui était considéré comme encore une dictature militaire, pratiquement, qui s'intéressait qu'à ce qui se passait dans ses frontières et où l'armée était seulement en train de casser du Kurde. Alors effectivement, les Kurdes, ça reste un sujet pour la Syrie. Donc on a cet acteur qui aujourd'hui est conscient de ses atouts et qui donc joue son propre jeu, et son propre jeu aujourd'hui, alors qu'il était brouillé effectivement avec beaucoup de pays de la région, c'est de se réconcilier avec tout le monde. Et finalement, c'est tellement compliqué pour tout le monde de rester brouillé avec la Turquie que quand il tend la main, effectivement, hop, les pays du Golfe arrivent avec du cash, il en a besoin, ça tombe bien. Les Israéliens qui disaient tout le temps que les Turcs leur manquaient sont aussi ravis de se réconcilier avec la Turquie, et la nouvelle ambassadrice israélienne vient d'arriver à Ankara. Finalement, il n'y a qu'avec les Européens que ça va mal. Avec l'Iran, puisque tu ne m'as pas posé la question, c'est la même chose que les pays du Golfe. C'est, oulala, non-ingérence. Ils ont quand même une frontière avec l'Iran qui est leur plus ancienne frontière historique, frontière de l'Empire ottoman. Et leur seule inquiétude, c'est effectivement l'arrivée des réfugiés afghans qui passent par l'Iran. Et puis aussi les luttes d'influence au Kurdistan irakien, où les Turcs sont très soucieux qu'on les laisse tranquilles se battre contre le PKK. Donc pour revenir sur le micro-dossier de la Syrie, effectivement, quand cet été, on nous a annoncé des premières discussions avec le régime syrien, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fabrique les Turcs ? Et puis finalement, je pense que la clé, c'est la Russie. C'est qu'effectivement, c'est Poutine qui est derrière ce rapprochement. Parce que les Russes veulent montrer qu'ils ont aussi encore une capacité diplomatique de disruption au Moyen-Orient, de dérangement, et que Erdogan a besoin de neutraliser le régime syrien s'il veut faire une nouvelle opération en Syrie anti-kurde. Alors les Turcs sont prêts, ils passent leur temps à dire qu'ils sont prêts. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne la feraient pas. Elle est juste retardée. Et quand je vois le niveau de rhétorique ultranationaliste en ce moment en Turquie, je pense que c'est très possible qu'elle ait lieu. Alors avant de repasser la parole à Pierre, Emma, ça serait bien effectivement que tu répondes à la question de Dorothée qui sont sur les effets réels de ces fameux accords d'Abraham. Qu'est-ce qu'on peut en dire et comment toi tu perçois cette concrétisation de ces accords ? Oui. Merci beaucoup à Dorothée pour me renvoyer la balle. Effectivement, je parlais de la difficulté de positionnement américain aujourd'hui parce que Israël et les pays du Golfe font fondamentalement la même chose. Effectivement, sans le prononcer, ce à quoi je faisais notamment allusion, c'est que cette posture est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il y a ces accords d'Abraham, en particulier entre Israël et les Émirats arabes unis. Alors que comprendre, quel est le rôle des accords d'Abraham dans ce réalignement stratégique ? Je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce qui se joue avec les accords d'Abraham. Ma lecture personnelle, et il est possible que j'ai tort, c'est qu'il y a une différence de perception entre Israël et les Émirats sur quel est l'enjeu de ces accords. Ce qu'on a vraiment vu à partir du moment où les accords étaient signés, c'est une volonté qu'on a vue à force lobbying, en particulier à Washington. Moi, j'y étais, je l'ai bien vu. Une volonté d'Israël de vendre les accords d'Abraham comme un alignement d'un front anti-iranien dans la région, très net, etc. Donc c'était quand même beaucoup sur ça que la communication stratégique israélienne se faisait.
Du point de vue des Émirats, ce n'était pas du tout le cas. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Bahreïn a également signé les accords d'Abraham, que Bahreïn, en revanche, était beaucoup plus aligné sur cette question. Oui, c'est un front anti-iranien. Donc il y avait vraiment une différence, je le disais, sur les positions des pays du Golfe ne sont pas toujours, loin s'en faut, les mêmes. Sur la question iranienne, on le constate notamment entre la posture bahreïnie et la posture émirati. Donc du point de vue d'Abu Dhabi, à mon sens, l'intérêt essentiel des accords d'Abraham, au-delà du bras de fer que ça représente vis-à-vis des États-Unis, que j'ai déjà mentionné, c'est toute la question de l'ouverture d'opportunités économiques et technologiques que ça ouvre, en particulier dans le domaine de l'industrie de défense. Là, il y a quelques jours, il y a un accord qui a été annoncé pour la vente de systèmes de défense anti-aérienne israélienne aux Émirats arabes unis. C'est extrêmement intéressant parce que c'est un exemple de plus. C'est loin s'en faut, c'est pas du tout le seul exemple de voir à quel point les Émirats, et il semble que l'Arabie Saoudite cherche à faire un peu la même chose derrière, multiplient leurs partenariats en termes d'armement, d'industrie de défense, et s'éloignent là encore de plus en plus de leurs partenaires, de leurs fournisseurs traditionnels, en particulier les États-Unis, mais également la France, etc. Donc je pense que ça vaudrait la peine de revenir sur ces questions de montage de BITD, notamment dans la relation BITD de base industrielle et technologique de défense, qui se passe notamment aux Émirats aujourd'hui, mais c'était mentionné évidemment en Turquie avant que ça ne commence aux Émirats. La Turquie est d'ailleurs un des modèles que les Émirats suivent en termes de développement de leur BITD et de comment est-ce que le développement de cette BITD permet encore plus une autonomisation stratégique. Et à mon sens, les accords d'Abraham viennent jouer dans ce montage aussi de la BITD émirienne, en l'occurrence sur le volet défense antiaérienne, pourquoi pas. Par ailleurs, mais bon, je vais m'arrêter là, mais parce que les questions de montage de BITD dans le Golfe sont des questions que je regarde beaucoup pour le coup. La relation avec la Chine vient aussi énormément jouer là-dedans. Il a été mentionné tout à l'heure que les systèmes chinois ne valaient rien vis-à-vis de ce que la Russie pouvait proposer. Ce qui est quand même important de souligner vis-à-vis de la relation entre les pays du Golfe, donc pas seulement les Émirats, mais aussi l'Arabie saoudite, c'est l'achat de drones armés qui s'est quand même multiplié ces dernières années sur fond d'intervention au Yémen, sur fond d'intervention en Libye. Et aujourd'hui, la multiplication d'accords pour avoir une production locale de ces drones armés chinois, notamment aux Émirats arabes unis. Donc il y a quand même un gros sujet à cet endroit-là. Merci Emma. Pierre, tu voulais réagir à ce que vient de dire Emma? Oui, juste pour rebondir sur ce que disait et la thèse de Dorothée et d'Emma. Bill Clinton disait c'est l'économie qui prime pour se faire réélire. Donc bien sûr, l'économie, c'est crucial. Sur la géopolitique, et justement là où l'économie prime la géopolitique, il va falloir suivre les réorganisations des grandes compagnies aériennes. Dorothée disait que le soft power et l'influence turque étaient en croissance exponentielle, c'est évident, notamment par Turkish Airlines, qui est devenue une des principales compagnies mondiales. Et quand vous regardez, notamment après la crise du Covid, avec les compagnies aériennes qui ont énormément souffert et qui vont devoir se réorganiser, ce qu'il faudra suivre, c'est avec qui Turkish Airlines va-t-elle s'allier ? Parce que 4 grosses compagnies à vocation entre guillemets mondiale au Moyen-Orient, c'est beaucoup trop. Donc à la fin, il faudra des regroupements. Et donc les deux qui sont en grande compétition, c'est Qatar Airways ou Emirates. Et ben moi, je prends le pari que Turkish Airlines, même si ça peut paraître contre-intuitif, s'alliera avec Emirates et qu'ils s'entendront bien pour couler Qatar Airways
Alors évidemment, ça fera de la peine à l'émir du Qatar, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, à partir du moment où l'économie drive aussi la politique et la géopolitique, eh ben, la Turquie et les Émirats devront bien trouver un moyen de justement de s'entendre et de pérenniser leur point. Et par rapport à ce que tu disais, Emma aussi, je vous disais qu'en Iran, le problème majeur, c'était comment se rapprocher de la Chine sans tomber sous l'influence de la Chine. Eh ben, ma vision, mais tu me contrediras peut-être, c'est que dans la péninsule arabique et dans l'ensemble du Moyen-Orient, y compris Israël, l'enjeu aujourd'hui majeur, c'est comment se rapprocher de la Chine et faire un maximum de business avec la Chine, non pas sans tomber sous l'influence des Chinois, mais sans franchir la ligne rouge américaine. C'est-à-dire sans franchir la ligne rouge où là les Américains disent « Ah non, là vraiment vous exagérez, vous dépassez, on va vous taper sur les doigts et puis vous êtes tout seul, notamment face à l'Iran. » Voilà. Je voudrais bien que tu gardes le micro, Pierre, parce que j'ai une petite question du coup à te poser sur la relation entre l'Iran et l'Irak, parce que l'Irak aussi est dans une situation extrêmement tendue d'un point de vue politique. Des élections, je rappelle, se sont déroulées en octobre dernier. Un gouvernement n'a toujours pas pu se constituer. Les milices, en particulier pro-iraniennes, ont contesté le résultat de ces élections, puisqu'elles estimaient qu'elles avaient perdu une part de l'influence dont elles disposaient auparavant. Et donc, je pense que dans toute cette recomposition à laquelle on assiste dans cette région, quel est ton regard, toi, de ce qui se passe en Irak, mais surtout, du coup, du point de vue iranien, de cette relation particulière entre les deux pays? Merci pour ta question. Je pense que on ne peut pas le regarder que le dossier irakien, c'est un continuum. C'est Irak, Syrie, Liban. Et au-delà de Irak, Syrie, Liban, c'est l'accès à la Méditerranée, c'est l'accès à l'Ouest, pour l'Iran notamment, à terme, pour exporter le gaz et le pétrole. Et pour ravitailler le Hezbollah et pour faire pression sur Israël dans le cadre d'une dissuasion mutuelle plus ou moins concertée entre Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Donc en Iran, vous avez ceux qui disent non, mais le dossier crucial, c'est l'Irak. C'est nos voisins, c'est la marge de sécurité. On leur a fait la guerre pendant 10 ans, c'était horrible, il ne faut pas que ça se reproduise, etc. C'est un bon moyen pour contrôler les Américains et les Golfiens, etc. Puis il y a ceux qui disent, oui, mais bon, soyons réalistes, l'Irak restera l'Irak. Donc la limite, ce qui est crucial, c'est la Syrie. Parce que Syrie, ça fait 45 ans qu'on investit en Syrie. Le Syrie, c'est l'accès au Liban, etc. Donc ils ne sont pas tous d'accord. C'est un moyen de répondre. C'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de consensus, je pense, en Iran sur cette question-là. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand même, les Iraniens, a fortiori s'il y a des troubles intérieurs en Iran, vont, je pense, vouloir d'abord sécuriser et stabiliser l'Irak, parce que c'est le voisin immédiat à partir desquels plein d'éléments perturbateurs pourraient rentrer chez eux facilement. On le voit très bien avec les Kurdes, notamment les Kurdes irakiens, où les Iraniens frappent régulièrement. Ils frappent à la fois on va dire, l'opposition kurde iranienne basée en Irak. Ils frappent parfois même les Kurdes irakiens, notamment à Erbil ou à côté d'Erbil, pour leur faire passer des messages. Et je pense qu'ils se disent, voilà, en Irak, objectif numéro 1, virer les Américains d'Irak et les Occidentaux. Une fois que les Américains seront partis, les Occidentaux suivront immédiatement. Et quand ils partiront d'Irak, ils partiront aussi de Syrie, parce que sinon, ils ne sont pas ravitaillés. Donc la priorité, c'est l'Irak. Et là, ils sont réalistes. Ils se disent, oui, mais bien sûr, nous, l'Iran, on est très influent en Irak, mais on est de plus en plus contesté. Donc c'est comment équilibrer le jeu. Et peut-être que le système, c'est de se dire, parce qu'il y a une autre option, c'est de dire que l'Irak devient le nouveau ring de boxe pour tous les acteurs régionaux. Mais alors là, c'est une autre table ronde. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, iranien, turc, israélien, syrien, saoudien, émirien, américain, tout le monde règle ses comptes en Irak. C'est une possibilité. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'en arriver là. Donc les Iraniens vont plutôt essayer de trouver une stabilisation et s'entendre avec notamment Moqtada al-Sadr, alors qu'il s'est retiré de la vie politique. Donc pour tout le monde, Moqtada al-Sadr, surnommé Billy the Kid par les Américains à l'époque de l'intervention, c'est en fait un des leaders nationalistes religieux chiites en Irak.
laisse la place, sans doute probablement, à un apaisement, je pense, des tensions. Alors, avant de passer la parole au public, je voudrais poser une dernière question à Dorothée sur l'élément de politique intérieure turque par rapport à toutes les questions qu'on a abordées de la Turquie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la position de Erdogan, comment celui-ci jouait ce jeu, cette position d'équilibriste vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de ses voisins. On met souvent en avant la question de politique intérieure dans les décisions prises par Erdogan, puisque, comme vous le savez peut-être, des élections présidentielles sont à venir et que pour Erdogan, la priorité, c'est d'être réélu, alors que sa situation intérieure est moins confortable qu'elle ne l'a été à une époque, que la situation économique est extrêmement préoccupante pour les Turcs. Et donc, est-ce que cet élément de politique intérieure joue, dans quelle mesure, ou pas du tout ? Je voulais revenir une seconde sur la diplomatie des compagnies aériennes. On a publié des papiers sur les compagnies du Golfe, sur la Turkish Airlines. C'est un très très beau sujet. Elles n'ont pas du tout le même modèle de développement en fait. Et le modèle concurrentiel de la Turkish est bien meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est une compagnie qui est beaucoup moins subventionnée. Les compagnies du Golfe, elles sont tenues à bout de bras par l'argent des Émirats, des familles royales. Et évidemment, c'est-à-dire, c'était juste pour dire que c'est pas vraiment de l'économie en réalité, c'est de l'économie administrée. C'est vraiment c'est de la politique par la subvention. Et en Turquie, c'est le point d'entrée sur l'Afrique. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est le prochain lieu de déploiement et de montée en puissance de la diplomatie turque, c'est vraiment l'Afrique. Donc ça, c'est très important. Sur les questions de politique intérieure, vous savez tous que ça vous intéresse, 2023, centenaire de la République de Turquie. Élection présidentielle, élection législative en Turquie. Qui va gagner ? On a 3 hypothèses. Soit Erdogan rafle tout, soit il perd les législatives, soit il perd les 2 élections. Moi, je pense qu'il va quand même s'accrocher au pouvoir parce que ça serait assez ballot de perdre le pouvoir après 20 ans d'élections gagnées l'année du centenaire de la République de Turquie. Mais bon, j'ai un collègue qui me dit... la Turquie va faire une grande contribution à la science politique, un collègue turc. Elle va virer un gouvernement islamiste du pouvoir sans coup férir et tout le monde va s'aligner parce que les Turcs ont une discipline extraordinaire. Et c'est vrai que quand l'AKP est arrivée au pouvoir en 2002, c'était après une crise économique énorme qui avait amené vraiment la Turquie au bord du gouffre. Elle avait la plus importante ardoise du monde au FMI. Et c'est ce qui a balayé tous les partis politiques de centre-droit qui étaient considérés comme corrompus, pourris, etc. C'est ce qui a amené l'AKP au pouvoir. Le problème, c'est que là, dans la préparation de ces élections, pour le moment, on n'a pas une alternative nouvelle. On a les vieux partis d'opposition qui se sont tous alliés dans un truc, vraiment une coordination de la carpe et du lapin où personne n'est d'accord sur rien. On a les 2 partis issus de l'AKP, le Gelecek Parti et le DEVA de Ahmed Davutoğlu et Ali Babacan, qui soigneusement ne prennent pas parti. Et puis on a les Kurdes de leur côté qui ne sont jamais invités et qui représentent le seul parti à peu près de gauche de Turquie, sauf qu'eux sont allés faire aussi une coalition avec toute la petite extrême gauche qui fait des tas de groupuscules qui font 0,00% de l'électorat. Donc ça veut dire que l'opposition, pour le moment, elle part quand même en ordre dispersé aux élections. Un peu. Même si elle se met d'accord, on n'a pas pour le moment un bloc complètement crédible. Ils ne sont pas d'accord sur le candidat à mettre en face d'Erdogan à la présidentielle. Ça pourrait être le maire d'Ankara, ça pourrait être le maire d'Istanbul, ça pourrait être la présidente du İYİ Partisi, Meral Akşener, qui est une nationaliste, une ancienne ultranationaliste qui a aussi du crédit dans l'opinion. Pourquoi ? Parce que, et là on en vient philosophiquement à la réponse à ta question, le nationalisme aujourd'hui c'est la ressource la plus importante et la mieux partagée du paysage politique turc. C'est ce qui fait que, notamment les tensions avec la Grèce m'inquiètent, parce qu'en réalité, les sujets de la mer Égée, c'est un sujet sur lequel il y a un relatif consensus en Turquie. L'opposition, elle est à 2 doigts de soutenir Erdogan dans sa rhétorique la plus forte sur la mer Égée. J'ai dû faire un papier sur la politique turque en Méditerranée au printemps, où je suis allée me pencher sur « Is the economy stupid ?», sur les aspects économiques. Et il faut bien comprendre que les 2 tiers du PIB de la Turquie, il est fabriqué à l'ouest. C'est-à-dire que les régions méditerranéennes, la région de Marmara, Istanbul et Izmir, tout ça, c'est les régions du capitalisme turc, c'est la richesse de la Turquie, c'est la population de la Turquie. Donc c'est la Turquie utile, entre guillemets.
Ça veut dire que finalement, sur ces questions-là, il y a un attachement très fort aux positions assez fermes de la Turquie sur notamment la répartition des espaces maritimes. Le rêve de la Turquie, c'est de devenir un couloir, de devenir un espace de transition économique. C'est ce qui est aussi ce qu'il faut comprendre sur la mer Noire, c'est que les détroits, avant d'être un espace militaire, c'est un espace commercial. C'est le lieu par lequel aujourd'hui passe tout le commerce de contournement vers la Russie qui vient d'Asie. Et si Erdogan veut construire un deuxième Bosphore, un canal Istanbul, c'est pour des raisons commerciales aussi. C'est pour doubler la capacité de gestion turque de ce commerce international entre l'Asie et l'Europe. Même chose sur la question des routes énergétiques, bien sûr, des pipes. La Turquie a toujours essayé de se poser comme intermédiaire parce qu'elle pense que ça va être aussi une rente de situation et qu'elle va pouvoir aussi prendre pour elle-même toute une partie de cette énergie. Il y a peut-être un lieu où on pourrait voir s'il y a des dissensions entre l'opposition et Erdogan à l'avenir sur la politique étrangère. Parce que pour le moment, quand on nous pose la question, la plupart des experts sur la Turquie disent que ça ne va pas changer grand-chose. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est celle du Caucase. Est-ce que sur le Karabagh, l'opposition turque serait aussi militariste, je dirais, parce que là on a quand même le chef d'état-major turc qui fait des déclarations très très pro-azéri sur l'offensive azérie en ce moment en Arménie. Est-ce que ce serait aussi fort ? Ça, je ne sais pas. Mais finalement, sur beaucoup de sujets, y compris sur les réfugiés syriens, tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait qu'il faut qu'ils quittent la Turquie. La seule différence, c'est qu'Erdogan propose une solution qui peut nous sembler délirante, effectivement, qui est d'occuper plus de parties de la Syrie pour sécuriser des zones et y remettre des réfugiés. L'opposition, elle dit juste, oui, nous, les réfugiés syriens, c'est très sympa, ils étaient là, maintenant il faut qu'ils partent parce que l'économie turque ne va pas bien, mais on va leur laisser un peu de temps, on va leur laisser 6 mois, 1 an, et puis on ne dit pas du tout ce qu'on va en faire. Donc tout ça, c'est pour dire qu'en fait, la politique étrangère, c'est devenu, pour Erdogan, d'abord un vrai argument de campagne, tout le temps. C'est une des choses qu'Erdogan a faites, c'est réconcilier les Turcs avec leur image à l'international, en les infusant de ce rêve de puissance, en renourrissant le nationalisme turc systématiquement. Et c'est quelque chose qui fonctionne dans une sorte de discipline collective où finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre l'AKP et les autres. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps passe. Je voudrais quand même garder un peu de temps pour vous entendre, pour vos questions. Je vais vous demander de faire des questions les plus ramassées, brèves possibles, pour qu'on puisse en prendre plusieurs, puisque nous avons en gros 25 minutes pour ce temps d'échange et de débat. Donc, je vois déjà plusieurs mains qui se lèvent. Alors, on va commencer tout au fond là-bas. Il y en a une deuxième, puis la troisième ici. Voilà, tout au fond. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci beaucoup de toutes ces informations très intéressantes. On a beaucoup parlé du Moyen-Orient, de la Turquie, l'Iran, la monarchie du Golfe, mais très peu de l'Arabie saoudite. Quelle est votre lecture aujourd'hui de son attitude, de sa politique ? Merci. Alors, on va prendre 2-3 questions. Donc, monsieur, juste devant. Voilà. Attendez, il y a d'abord un micro là. Allez-y. Vous qui avez le micro, allez-y. Ah, d'accord. Oui, bonjour. Je voulais simplement poser une question sur la relation que la France entretient avec la Grèce pour le cas où la Grèce et la Turquie s'accrocheraient. Nous avons un accord de défense. Dans quelle mesure la France serait engagée dans un conflit dans la région, dans la mer Égée, si la Turquie et la Grèce montaient dans les tours ? Et il y a une question tout devant là, s'il vous plaît. Et après, on prendra une deuxième série de questions, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je voulais juste avoir votre opinion sur l'industrie de défense des Turcs, parce qu'on a beaucoup parlé dans une autre session des drones, et les Turcs utilisent désormais les drones comme une arme dans leur vente, et je voulais avoir votre opinion dessus. Merci. Merci. Notamment les drones Bayraktar. Merci beaucoup. Emma, tu commences sur l'Arabie Saoudite ? Oui, merci beaucoup pour cette question sur l'Arabie Saoudite. Effectivement, alors pour
pour reprendre un peu les points que j'évoquais tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, on retrouve quand même beaucoup du positionnement que je décrivais pour les Émirats vis-à-vis du conflit en Ukraine, une posture de non-ingérence, quand même un rapprochement qu'on a vu ces dernières années avec la Russie, et surtout une forme non seulement en fait d'autonomisation stratégique vis-à-vis des États-Unis, mais un certain agacement en réalité en Arabie Saoudite de la posture américaine, en particulier vis-à-vis du prince héritier et désormais Premier ministre Mohammed Ben Salman. Un point sur que je saisis l'opportunité de votre question pour développer un point que j'ai assez peu évoqué, mais qui est assez primordial aujourd'hui, qui est un des impacts de ce qui se passe en Ukraine. Je l'ai mentionné très rapidement, c'est le gain économique que ça représente pour les monarchies du Golfe, et en particulier l'Arabie Saoudite, du fait de ses ressources pétrolières. On voit le prix du pétrole s'envoler. On a vu également tous ces derniers mois les tentatives américaines, françaises, plus largement de l'ensemble des États qui sont très concernés qui sont très concernés et très inquiets de ces questions pour faire descendre les prix du baril. En attendant, il y a tout un tas de raisons qui tiennent à l'autonomisation stratégique de ces États, mais qui tiennent aussi à It's the economy stupid. Et c'est évidemment qu'il y a un intérêt d'État dont un maximum des ressources financières viennent encore de la rente des hydrocarbures, à ce que les prix du pétrole s'envolent. Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant, pour rebondir un peu sur le point que mentionnait Dorothée sur l'économie administrée et comment est-ce que l'industrie, une partie des compagnies, alors en Arabie Saoudite, et également aux Émirats, et également au Qatar, surtout ces trois-là, pas seulement parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais c'est aussi parce que leur économie est celle qui repose le plus aujourd'hui justement sur ces rentes des hydrocarbures. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que alors que toutes ces dernières années, pour tout un tas de raisons, à la fois stratégiques mais aussi économiques, il y avait une volonté de l'ensemble de ces États, dont le Royaume saoudien, de mettre en avant une diversification économique sur laquelle repose une autonomisation stratégique, mais aussi, en fait, il y a une double autonomisation qui est voulue aujourd'hui par les pays du Golfe, et en particulier l'Arabie Saoudite, ainsi que les Émirats, dans une moindre mesure le Qatar. C'est qu'ils cherchent à la fois à devenir plus autonomes vis-à-vis de leur dépendance par rapport aux États-Unis, mais également à se sevrer d'une autre dépendance qui est leur dépendance aux hydrocarbures. Mais en réalité, aujourd'hui, avec l'envol des prix du pétrole, il y a presque moins de nécessité pour eux de diversifier l'économie. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement de voir aujourd'hui la consolidation du pouvoir autour de Mohammed Ben Salman, qui porte justement cette diversification économique et qui aujourd'hui, peut-être, je pourrais dire un peu cyniquement, renforce le pouvoir autour de sa personne, d'autant plus volontiers que les efforts de diversification économique sont moins mis à mal, parce qu'en réalité, il y a l'argent coule à flot dans les caisses du Royaume saoudien aujourd'hui, et du coup, ils peuvent continuer d'investir dans un certain nombre de méga-projets qui sont mis en avant comme de la diversification économique, mais qui n'est pas aujourd'hui, ne passe pas encore le test économique de est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une diversification économique, puisque l'argent coule à flot du fait du pétrole. Merci Emma. Est-ce que Pierre, sur la question Grèce-France, tu as des choses à dire ? Alors je ne vais pas botter en touche, mais vous allez voir, d'abord je voudrais rebondir sur Emma, sur l'Arabie Saoudite. Il faut, dans les équations stratégiques, il faut intégrer l'OPEP+. Et donc, une des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite aussi n'a pas du tout condamné la Russie, c'est que l'Arabie Saoudite a besoin de la Russie dans le cadre de l'OPEP+. L'OPEP+, c'est l'OPEP+, les membres observateurs très proches, dont la Russie notamment. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est avec la Russie que l'Arabie Saoudite fixera les prix du pétrole.
et qu'ils ne veulent pas recommencer le sketch de 2020 où le pétrole était égal à une cacahuète sur la bourse de New York. Sur France-Grèce. Moi, je dirais plutôt, je change la question et je dis si, au-delà de cette question-là, c'est bon, ok, défendre la Grèce, mais avec qui ? Et c'est ça aussi la question à se poser. C'est-à-dire que quand vous regardez en Europe, admettons, demain, comme dit le président Erdogan, nuitamment, nous envahissons deux îles grecques de mer Égée, à côté de chez nous, au hasard Castellorizo et quelques autres rochers. Alors là, tout le monde est vachement embêté parce que la Grèce fait partie de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de Chypre, et après je reviendrai sur Chypre. Et bien sûr, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, qui pourrait intervenir ? On va dire, allez, on va alors, bien sûr, la Grèce. Bon, mais ça, la Grèce, d'accord, elle est partie prenante. Bon, l'Italie, les Italiens, ils veulent rien faire qui fasse de peine à la Turquie. L'Espagne, alors ils veulent non seulement rien faire qui fasse de la peine à la Turquie, mais en plus, ils co-construisent la flotte turque en ce moment. Donc, évidemment, ils ne réagiront pas. Les Britanniques ne font plus partie de l'Union européenne, et puis de toute façon, ils sont très copains maintenant avec les Turcs, ils s'embrassent sur la bouche. D'ailleurs, Erdogan avait une place de choix aux funérailles de la reine. Enfin bon, tout ça, c'est symbolique, mais c'est significatif. L'Allemagne. L'Allemagne est mesmérisée, littéralement terrifiée de voir les Kurdes et les Turcs s'affronter sur son territoire. Bref, il ne reste plus grand monde. Donc, pour répondre à la question, la France serait bien seule. Donc, comme fort heureusement ça se passe sous l'égide de l'OTAN, qu'est-ce qui risque de se passer dans ce scénario-là ? Les États-Unis arrivent, et comme toujours, et sifflent la fin de la partie, en disant on arrête le sketch là, maintenant c'est fini. Et ce qui m'incite à aller dans ce sens-là, c'est que pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas noté, il y a un peu plus de 2 semaines, Joe Biden et Anthony Blinken, son secrétaire d'État, ont pris une petite décision passée inaperçue, mais cruciale. Ils ont enlevé l'embargo sur les armes américaines à destination de Chypre. Chypre, la République chypriote, celle qui fait partie de l'Union européenne. Chypre Sud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis font passer un message extrêmement clair. Personne ne touche à Chypre. Chypre, ça veut dire la Grèce, bien entendu aussi. Chypre, ça veut dire le premier qui, sous-entendu, si Erdogan, comme ça, un matin, était tenté d'annexer Chypre Nord, voire même d'envahir la République chypriote, nous, États-Unis, on va armer le gouvernement chypriote et on va même sans doute l'armer préventivement. Et on va peut-être même revenir militairement sur Chypre. Pourquoi ? Parce que Chypre est une case absolument stratégique. Chypre permet, de contenir l'influence russe en Méditerranée orientale ou de lutter contre l'influence russe en Méditerranée orientale, notamment sur les bases de Tartus et Khammim en Syrie. 2, ça permet de freiner l'extension iranienne sur les côtes du Levant en Syrie et au Liban, et donc de sécuriser l'accord de délimitation frontalier que les États-Unis sont en train de négocier pour le compte des Israéliens et du gouvernement libanais. 3, ça permet de freiner les ambitions de la Turquie dans la région. Donc ma question, Christian, c'est plutôt de se dire, au lieu d'imaginer un scénario Grèce-Chypre, je pense que le scénario chypriote et Chypre est beaucoup plus important. Merci beaucoup. Maintenant... Et sur les drones, et je laisse bien sûr Dorothée répondre aux Turcs, parce que moi je voudrais juste parler des drones iraniens, puisque je suis sur l'Iran. Vas-y, parle des drones. On les oublie ceux-là, mais regardez ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, puisque c'est quand même le thème du séminaire. Les Russes, ils ne vont pas acheter des drones turcs ou des drones chinois. Les Russes, aujourd'hui, ils achètent des drones iraniens. Voilà. Et en échange, ils vont probablement leur livrer du Sukhoi 35 que les Égyptiens auraient dû acheter. À toi, Dorothée, de poursuivre. Mais qu'est-ce qui me reste à moi ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Personne n'a parlé de la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors, si ça a échappé à certains d'entre vous, c'est la police turque qui va assurer la sécurité. Oui, qui va envoyer plusieurs milliers de policiers. C'est peut-être à peu près la seule chose qui va fonctionner dans cette Coupe du Monde. Prenons les paris. Non, je plaisante, mais ça montre que l'alliance, en tout cas, entre le Qatar et la Turquie,
qui a été matérialisé par l'installation d'une base militaire turque au Qatar, qui s'est manifesté au moment du blocus saoudo-émirien contre le Qatar aussi, où Erdogan s'est mis en première ligne en menaçant d'intervenir militairement en défense du Qatar. C'est quelque chose qui continue de tenir aussi. Et donc, je dirais que ça fait partie, je ne sais pas si c'est des paradoxes, pour moi, il y a vraiment une série de jeux de dupes dans la région qui est absolument formidable. C'est-à-dire qu'à force de s'entendre avec tout le monde, en fait, il y a toujours des moments de vérité où finalement on est quand même obligé de prendre un camp. Et en ce moment, on est quand même dans une période de multiplication des crises qui multiplie la possibilité de ces incidents. Et c'est là que les remarques de Pierre, auxquelles je souscris tout à fait sur la question de la mer Égée, sont très importantes. C'est qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent figer la situation, veulent sécuriser la situation. Ils ont modernisé les avions grecs. La Grèce est dans une période de réarmement. Elle a effectivement mis en scène son partenariat avec la France. Je ne vois pas très bien les Français venir se battre avec les Grecs contre les Turcs en cas d'invasion des îles. On aura d'abord les fameux mécanismes de désescalade de l'OTAN, qui sont quand même ce qui nous a sauvés jusqu'à présent, apparemment, du conflit. Et puis après, on aura effectivement des pressions extrêmement fortes de la diplomatie américaine. Et ce qui est très important, c'est que les Turcs ne voient que les Américains dans le monde, en réalité. C'est-à-dire qu'ils s'entendent avec les Russes, mais pour eux, la seule chose qui compte, c'est d'être reconnu par les Américains comme une puissance. J'ai encore vu des déclarations de Çavuşoğlu il n'y a pas longtemps. Le moindre geste, la moindre phrase qui sort du département d'État et qui dit que la Turquie compte est repris, amplifié, publicisé par les Turcs. Donc effectivement, le jour où ils ont les Américains en face d'eux, voilà, là les choses deviennent vraiment très sérieuses et on va pouvoir redimensionner. Maintenant, la question à mer Égée, c'est celle, en dehors des déclarations rhétoriques un peu délirantes sur les îles, donc sur les territoires en soi, c'est quand même la répartition des mers, avec cette idée qu'effectivement les Grecs veulent étendre leur zone maritime au tir de la Convention de Montego Bay, qui n'a pas été signée par les Turcs, etc. Bon, regardez le dossier, regardez la proximité de certaines îles grecques avec la Turquie. Quand les Turcs sont partis se promener avec leur petit dossier juridique sous le bras, en fait, ils ont reçu un accueil plutôt favorable de beaucoup de monde, parce que c'est vrai que la situation ne tient pas. Il faut que ces deux pays s'entendent. Il faut absolument qu'ils s'entendent. Donc il faut qu'on rentre à nouveau dans une période de détente. Je pense qu'aujourd'hui, la montée des tensions, c'est à la fois cette espèce d'escalade nationaliste dont je parlais en Turquie à l'approche des élections, mais c'est aussi la faiblesse du gouvernement grec dont il ne vous a pas échappé cet été, qu'il est passé par quelques péripéties politiques et que finalement, il est moins solide que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que même si la démocratie a très bien résisté en Grèce à la crise économique, à l'extrême période d'austérité, la Grèce nous a quand même donné une leçon de résilience politique, puisqu'elle a remis au pouvoir des partis qui sont des vieux partis, qui sont les partis de l'indépendance, de la démocratisation en Grèce. L'indépendance, c'était au 19e siècle, merci. C'est pas pour rien que je travaille sur la Turquie. Vous avez remarqué, je n'ai pas noté que les Grecs étaient indépendants. Mais on a donc cette crise politique en Grèce qui aussi nourrit la rhétorique. Donc on a une espèce de parallèle des deux côtés. Mais en fait, moi, je ne pense pas qu'il y aura d'incident sérieux en mer Égée parce que personne ne peut se le permettre. La question de Chypre est extrêmement intéressante parce que les Chypriotes savent aussi qu'ils ont intérêt, eux, à capitaliser sur ce besoin de sécurité de tous les acteurs. Donc en fait, ils se proposent comme plateforme pour tous les acteurs, escale, proposition éventuellement d'installer des bases. Et leur sujet, c'est que le Brexit, d'une certaine façon, on pourrait penser que ça allait les libérer de l'emprise britannique, parce qu'en fait, le Brexit remet en cause tous leurs arrangements avec les Britanniques. Alors ça veut dire que les bases britanniques à Chypre, les bases sont des bases souveraines britanniques, elles restent britanniques, mais qu'en fait, les Chypriotes n'ont plus aucun moyen de discuter avec les Britanniques comme ils l'avaient quand les Britanniques faisaient partie de l'Union européenne. Donc pour eux, l'opération de diversification de leur diplomatie, elle vise aussi à contrebalancer cette menace, d'une certaine façon, que représentent les Britanniques pour eux. D'autant que, comme Pierre l'a remarqué aussi, en ce moment, c'est vraiment la lune de miel entre les Turcs et les Britanniques. On a vraiment cette espèce à nouveau d'alliance des boutons noirs. Là. Les Britanniques, c'était déjà le modèle des Turcs dans l'Union européenne, quand la Turquie était encore sur sa perspective d'adhésion à l'Union européenne. C'était, voilà un pays qui fait ce qu'il veut au sein de l'UE, nous on veut faire pareil. Et bien aujourd'hui, les Chypriotes se sont plutôt inquiétés par
ce que fait la diplomatie britannique, et pour eux reste une sorte de boîte noire qui évidemment avec laquelle il n'y a pas de négociation possible, parce que Chypre c'est petit et que voilà, les bases britanniques elles sont britanniques et c'est tout. Et donc on observe notamment une offensive diplomatique des Chypriotes, une ouverture diplomatique des Chypriotes aussi vis-à-vis de la France, très importante, avec une volonté notamment de renforcer l'enseignement francophone à Chypre. C'est aussi une inquiétude pour les Chypriotes parce que les Grecs n'ont pas envie de porter le fardeau de Chypre tout le temps. Les Grecs aimeraient bien pouvoir autonomiser leur diplomatie. Ils voudraient bien qu'on ne voit pas tout ça comme un seul sujet hellénique en permanence. Donc Chypre n'a plus intérêt à apparaître comme un problème dans la région, mais vraiment comme une sorte de lieu neutre qui concilie les intérêts de sécurité et qui va participer à la sécurité régionale. Merci beaucoup. Alors je vous propose de prendre une deuxième série avant la fin. Donc oui, il y a le micro là, s'il vous plaît. Approchez votre micro, ça va marcher. Le plus proche. Il semblerait que on a parlé effectivement des aspects économiques, des arbitrages, des négociations, des oppositions, mais on a oublié, enfin en tout cas peut-être que c'est caricatural, mais la question du poids de la religion et des antagonismes qui peuvent exister, et surtout du schisme sunnite-chiite, qui peut-être à tort, pour nous occidentaux, nous a toujours été présenté comme un facteur majeur dans les relations des pays du Golfe. Quel est le poids maintenant de cet héritage, je dirais, religieux, et face à la réelle politique que vous venez de décrire, est-ce que c'est encore un facteur premier ? Merci pour cette question. Monsieur qui a levé la main là, et après vous. D'abord, monsieur qui est là. Voilà. Oui, bonjour. Erdogan va-t-il et pour combien de temps peut-il bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ? Merci. Il y avait une autre question. Ah, alors il y en a là et là. On va prendre et on s'arrêtera là après. Oui. Oui, bonjour, merci. Moi, j'aurais voulu avoir une petite précision sur deux autres points. Suite au conflit au Haut-Karabakh, il y a eu un apaisement dans un premier temps des relations. Il y a eu une reprise de contact entre Turcs et Arméniens. Est-ce que cela aboutit déjà à des avancées, d'une part ? D'autre part, cet été, l'Arabie saoudite a annoncé l'ouverture de son espace aérien et de ses aéroports à toutes les compagnies aériennes, sous-entendu y compris aux compagnies israéliennes. Est-ce que cela traduit là aussi une volonté de rejoindre peut-être, je ne sais pas, je m'interroge là-dessus, le groupe des États qui ont signé les accords d'Abraham ? Merci. Et donc, monsieur, on va prendre la dernière question juste derrière vous, mademoiselle. Juste derrière, voilà. Oui, bonjour. Vous avez cité donc, la Turquie, l'Iran et les monarchies du Golfe dans leur composition du Moyen-Orient. Voilà. Vous avez cité les pays donc, qui sont la Turquie, l'Iran et les monarchies du Golfe. Mais Israël, bon, on en a parlé dans les explications. Donc vous avez parlé d'Israël, compte tenu de son impact, notamment en ce qui concerne le nucléaire iranien et les accords d'Abraham maintenant avec les autres pays. Mais on a oublié un acteur qui est aussi important, c'est l'Égypte. Quid de l'Égypte dans toute cette recomposition ? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions. Qui veut parler de l'antagonisme religieux ? Emma, tu veux dire un mot ? Alors, je vais l'aborder. Oui, merci beaucoup pour ces questions sur le poids de la religion. Moi, je ne botte pas en touche, mais ce que je dirais, c'est que justement l'effacement de ce schisme-là dans les conflictualités et les rivalités en réalité de puissance et d'influence aujourd'hui entre l'ensemble des pays du Golfe et plus largement l'ensemble des acteurs dans la région, c'est justement une des illustrations de à quel point aujourd'hui, à mon sens, on assiste à, et ça a déjà été mentionné, à un plus grand pragmatisme des relations internationales de l'ensemble de ces acteurs, à un point parfois extrême en termes de grand écart, et quasiment une fin des idéologies dans les stratégies et les relations internationales de ces États. Le seul endroit où cette dissension, ces tensions entre sunnites et chiites étaient encore particulièrement visibles, c'était dans la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui demeure, mais qui, comme on l'a mentionné, est en train néanmoins de se résorber. Par ailleurs, la grande rivalité qui, elle aussi, est à discuter un peu en train de se résorber, c'était l'énorme rivalité entre
les Émirats et le Qatar, ou les Émirats et la Turquie, en l'occurrence, on est entre sunnites. Donc, et même celle-là a tendance à se gommer. Donc aujourd'hui, je mettrais vraiment en avant le pragmatisme des relations internationales de l'ensemble de ces acteurs et potentiellement la fin des idéologies. Ah oui, du coup, oui, volontiers. Alors sur l'Arabie Saoudite, l'ouverture de l'espace aérien à l'ensemble des compagnies, dont Israël, cette question de est-ce que l'Arabie Saoudite va rejoindre le club des pays qui ont signé les accords d'Abraham, c'est évidemment une question qui se pose beaucoup. C'est aussi une question qui est beaucoup poussée par les Israéliens dans un certain nombre d'enceintes. C'est une question... moi, je pense que c'est pas joué. Il y a quand même en Arabie Saoudite, du fait d'une population qui est quand même autrement plus importante et autrement plus politisée, j'ai envie de dire, qu'aux Émirats arabes unis sur la question de la cause palestinienne. Il y a un pari qui est quand même plus délicat en Arabie Saoudite que ça n'était le cas avec les Émirats arabes unis. Bon, malgré toutes les pirouettes rhétoriques des Émirats arabes unis sur la question d'un soutien qui demeure aux Palestiniens, qui demeure quand même à démontrer. Et en revanche, en fait, c'est peut-être plus vers la posture du Maroc qu'on pourrait se tourner pour essayer de comprendre où est-ce que l'Arabie Saoudite se situe, puisque au Maroc, on a aussi une population qui est plus engagée et plus opposée du coup à l'accord d'Abraham. Tout ça pour dire, je ne sais pas si c'est un signe du fait que l'Arabie Saoudite va rejoindre le club. À mon sens, l'analyse coût-bénéfice est pas claire, puisque la population saoudienne, non seulement la population saoudienne, mais évidemment aussi la posture de l'Arabie Saoudite comme gardienne des lieux saints, et donc quand même une référence en termes de la posture de l'ensemble du monde musulman se pose évidemment encore plus. Je ne sais pas. Merci Emma. Pierre, tu continues sur les questions ? Très rapidement, en quelques mots. Alors, Emma tout à l'heure disait et mentionnait qu'à Dubaï, on entend beaucoup de Russes. En fait, à Dubaï, maintenant, on entend beaucoup de Russes, on a toujours entendu beaucoup de Persans, et maintenant, on entend beaucoup de Hébreux. Donc, Dubaï, c'est the place to be pour les Israéliens. Donc, je pourrais vous raconter 50 anecdotes. Donc, évidemment, ça va continuer en termes de trafic. Chiisme, sunnisme. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin que les Saoudiens et les Iraniens se sont dit, on va vendre ça aux Occidentaux. Les Occidentaux, ils ne connaissent pas bien l'Orient, ils ne connaissent pas la religion. En fait, on va leur vendre la rivalité sunnite-chiite pour camoufler les rivalités de puissance et les rivalités de géopolitique et de puissance et d'ambition dans la région. Sauf que, ils ont créé un monstre. Donc là, maintenant, le Frankenstein qui s'est bien réveillé et qui a quand même mis un peu de chaos dans la région, ils se sont dit, après avoir mis de l'huile sur le feu, maintenant, d'autant plus que maintenant les Saoudiens et les Iraniens en discutent et on essaye d'apaiser la tension, notamment pour faire plein de pognon avec les Chinois. Maintenant, il faut quand même apaiser le jeu. Donc, ce qu'on voit partout, c'est que quand même, tout le monde essaye de désescalader sur le côté sunnite-chiite, le Liban qui est un État communautaire et c'est un cas à part, ça a toujours été un cas à part. Et sur l'Égypte, et je laisserai ensuite Dorothée sur les autres questions, l'Égypte. Alors quel est l'agenda de l'Égypte ? Alors, le problème des Égyptiens, c'est que c'est un des États les plus fragiles aujourd'hui. Chaque année, 1 million, au bas mot, au minimum, 1 million de population en plus. J'ai commencé à aller en Égypte, elle faisait 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en fait 105. Je vous laisse réfléchir, avec moins d'eau, moins de céréales. Ah bah, j'ai un certain âge. Hein. Bah, tu fais le compte, hein, on y est. Blague à part. C'est un État très fragile. En plus, il n'a pas de pétrole, enfin très peu. Il a un besoin énorme de céréales, donc il est extrêmement embêté par ce qui se passe en ce moment, et très fragile. Coup de chance. Le maréchal Sissi, lui, il veut être copain avec tout le monde.
Donc en fait, comme ils contrôlent quand même le canal de Suez dont tout le monde a besoin, eh bien en fait, il s'entend avec tout le monde. Donc en fait, but du jeu, rester copain avec les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens, et j'en oublie quelques autres. Juste pour un mot sur l'Égypte, si je puis me permettre, je sors de mon rôle de modératrice. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui de l'Égypte, à travers la politique menée par Sisi, de retrouver la place traditionnelle que l'Égypte estime devoir tenir au sein du monde arabe. Il y a un déplacement aujourd'hui véritablement de centralité du monde arabe qui est passé du Levant, avec des puissances régionales comme l'Égypte, la Syrie, dans une moindre mesure l'Irak, que je mettrai à ce moment-là dans ce Proche-Orient, aujourd'hui qui est passé dans les pays du Golfe, avec une volonté des pays du Golfe de jouer et de représenter ce nouveau centre avec des puissances régionales qui s'affirment de plus en plus. Et face à cette situation, effectivement, Sisi essaye de retrouver, de redonner à l'Égypte cette place traditionnelle qu'elle estime devoir tenir. Je vous rappelle que pour l'Égypte, c'est Oumed Dounia, c'est le centre du monde. Et donc, cette idée que l'Égypte, c'est Oumed Dounia, reste très présente dans la tête des Égyptiens. Et donc, Sisi a tout à fait l'intention d'essayer de redonner cette place. Mais ça va être plus compliqué avec l'évolution de la position des pays comme l'Arabie Saoudite qui espère beaucoup plus jouer et qui joue actuellement beaucoup plus ce rôle. Juste rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord que l'Égypte cherche à retrouver cette place, et notamment Sisi. L'Égypte a quand même été, quand on regardait, je parlais tout à l'heure des rivalités de puissance et d'influence entre les monarchies du Golfe auxquelles on a assisté depuis 2011 dans l'ensemble de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. L'Égypte a quand même été au cœur de ces rivalités, notamment au moment de l'arrivée au pouvoir de Al-Sisi. Et donc aujourd'hui, certes, l'Égypte cherche à redevenir le centre, reprendre cette place prépondérante, mais cette place aujourd'hui est quand même très largement tenue aussi par les injections de capital du Golfe, précisément. Et il y a quand même une très forte proximité et un alignement stratégique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Et donc, toute avancée de l'Égypte est un gain pour les Émirats et vice-versa, aujourd'hui, à mon sens. On parle désormais... C'est le vocable de Jean Loussaman qui parle en termes d'aide et de soutien des Émirats aux pays dans la région. Il parle du modèle égyptien sur miser tout sur un modèle militaire et autoritaire qui lui permet d'avancer, qui permet aux Émirats d'avancer ses velléités aux Émirats, à travers l'Égypte et d'autres États qu'on pourrait mentionner en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, qui jouent en réalité pour le compte de la puissance et de l'influence émirienne. L'Égypte, c'est le dernier pays qui refuse de se réconcilier avec la Turquie. Donc ça va avec effectivement cet orgueil, ce fameux orgueil arabe dont tu parlais, mais c'est vrai que c'est un pays qui est extrêmement fragile. J'ai rien dit, j'ai pas répondu à la question sur les drones, donc je voulais juste te dire un mot sur l'industrie de défense turque. Ça va bien au-delà des drones. Les drones sont un peu le produit d'appel, c'est la tête de gondole, mais maintenant ils vendent des chars en Asie centrale, des bateaux marocains, enfin ils savent tout faire sauf les moteurs d'avion, pratiquement les Turcs. Donc ça a été quelque chose qui nous a vraiment bluffé en tant qu'analystes, parce qu'ils avaient des plans de construction de cette industrie de défense auquel on ne croyait pas du tout, et maintenant ça s'est pratiquement fait. Pourquoi ? Parce que finalement tout le modèle économique turc a été amené à tourner autour de ça, presque, je dirais. C'est-à-dire que maintenant les Turcs veulent faire plus de tech, et ils considèrent que l'industrie de défense c'est le lieu de construction, cette avance en matière de tech en fait. Et ça va avec l'idée que la politique étrangère est quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Les Turcs, ils font à la fois agence de mercenaires dans la région, ils se font payer par le gouvernement libyen quand ils viennent à la rescousse, ils vendent des armes. La politique de défense turque, c'est un gagne-pain aussi pour la Turquie, pour un pays qui est donc fragile économiquement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un pays qui vit une crise économique assez forte, parce qu'après une période de rattrapage, il est maintenant arrivé à un plateau, et que en fait, son économie est complètement intégrée à l'Union européenne, et qu'à partir de là,
on est dans une période comme de très faible croissance européenne, les investissements ont tendance à se tarir, donc il faut trouver des expédients jusqu'à ce que la croissance mondiale reprenne et revienne. Il y a une question sur Finlande, Suède, OTAN. Alors là, ça a été quand même un moment tout à fait étonnant, cette mise en scène au sommet de Madrid, qui était le sommet de la recomposition de l'OTAN, de la grande réflexion stratégique de l'OTAN, et hop, prise d'otage par alors d'abord 2 pays de tradition neutre qui, dans la panique absolue au milieu d'une guerre, disent on veut adhérer à l'OTAN, et la Turquie qui disent ah non mais attendez, on verra. Alors on a les Suédois et les Finlandais qui se répandent dans la presse en disant il faut absolument qu'on ait résolu le problème le plus vite possible, avant Madrid, il faut qu'on ait une décision, et les Turcs qui disent ah non mais ça peut prendre 1 an. Et donc là, on est suspendu. Et on est suspendu à quoi? À la question kurde. Et à la question Gülen. Parce qu'on oublie souvent que sur la liste des gens que les Turcs ont demandé d'extrader, il n'y a pas que des Kurdes, il y a aussi des Gülenistes qui étaient réfugiés en Suède. Donc là, on a une sorte de moment d'effarement démocratique en ce qui me concerne, qui est que effectivement les Suédois disent bon ben on va pas pouvoir faire autrement parce que vraiment il faut qu'on adhère à l'OTAN, donc on va réfléchir. Et depuis, on a une sorte de comité de suivi où les Turcs disent non mais attendez, ça va pas là. Les types, ils sont toujours pas revenus en Turquie. Donc si les Turcs sont vraiment sérieux là-dessus, ça veut dire que des pays de l'Union européenne vont devoir s'aligner sur la législation antiterroriste turque. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie politiquement. Enfin, pour moi, c'est extrêmement grave. Bon, maintenant, je vais vous donner un autre exemple très intéressant, c'est que Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, leur a livré un Kurde, a livré aux Turcs un Kurde, un guérillero, un type du PKK qui était réclamé. Bon, probablement en signe de bonne volonté pour faire avancer les pourparlers avec la Turquie, parce que évidemment les Arméniens sont extrêmement inquiets du fait que les Turcs se mettent à appuyer l'offensive azérie, sachant que, comme je le dis toujours en ce moment, tous les pays qui produisent du gaz ont le trophée d'immunité de Koh Lanta, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi en ce moment. Donc là, effectivement, l'Azerbaïdjan, hop, personne ne va regarder trop ce qui se passe, les Russes sont occupés, tout le monde nous demande du gaz. Alors heureusement, le Qatar est occupé avec la Coupe du Monde de football encore, donc aussi pays également très sollicité. Les Algériens, on a reçu un Algérien il n'y a pas longtemps qui nous a dit mais l'Algérie, si elle faisait du gaz de schiste, on serait une des premières puissances du monde. Donc on est quand même dans des moments de potentialisation des ambitions liées à cette sorte de délire de la crise énergétique qui est extrêmement impressionnant dans la région. Parce qu'évidemment, là, on parle de pays qui n'ont pas une ambition stratégique de stabilisation, d'abord, pas forcément, et qui n'ont pas une pensée stratégique qui nous inclut dans cette éventuelle vision régionale. Donc c'est effectivement assez compliqué. Il y avait une autre question que j'ai oubliée. Turquie-Arménie, voilà, j'étais en train d'en parler. Là, on est encore, c'est pareil, sur cette espèce de jeu de dupe qui est que, en fait, les Turcs veulent ouvrir la frontière parce qu'ils veulent un corridor de passage, ils veulent récupérer une partie du trafic asiatique qui passe par la Russie, ils veulent que ça passe par chez eux. C'est ça qui les intéresse. Donc en fait, toutes les autres éventuelles revendications de l'Arménie, elles peuvent passer au second plan. Et évidemment, sur ce sujet de la réconciliation turco-arménienne, on a quand même une diaspora arménienne qui est extrêmement méfiante à l'égard des intentions de la Turquie et qui surtout voit que là, après le Karabagh, apparemment l'Azerbaïdjan veut avancer en territoire arménien. Donc il perçoit vraiment une menace pour le territoire de l'Arménie, une menace qui est perçue comme existentielle. Donc on a une Arménie qui finalement est très faible et un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Et Nikol Pachinian qui est en train de faire un peu feu de tout bois au milieu d'une extrême instabilité, avec pour le moment peut-être que son allié le plus fiable, c'est l'Iran. Vous voyez le paradoxe de cette diplomatie arménienne, c'est très intéressant. Mais je ne pense pas que les Turcs aient tellement intérêt à avancer pour le moment là-dessus, parce qu'ils savent aussi que c'est un dossier sur lequel les Russes... qui intéresse quand même les Russes, évidemment. Donc je pense qu'ils ont plutôt intérêt à faire traîner un peu les choses. Écoutez, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, donc il me reste à vous remercier tous les trois.